L'Everest. La montagne qui touche les étoiles. C'est un lieu où seuls les plus intrépides osent rêver de conquérir. Cette quête pour toucher le ciel est une danse où chaque pas compte et où chaque souffle est une victoire. Sur ma chaîne, j'ai envie de me dépasser, de réaliser de gros défis, mais je peux pas seulement vous sortir des vidéos comme la dernière par exemple, parce que sinon je suis complètement inactif. C'est pour ça que j'ai envie de vous raconter l'histoire d'autres personnes qui se sont elles aussi dépassées et qui ont réalisé leurs rêves. Aujourd'hui, on va parler de Ed Hillary, le premier homme à avoir gravi l'Everest. Avant toute chose, rappelons que l'Everest a été aperçu à la frontière entre le Népal et la Chine par des Européens en 1847. Son altitude est de 8849 mètres, ce qui en fait le plus haut sommet du monde. C'est genre le toit de la planète Terre. Vous vous en doutez, malgré sa beauté, le sommet est difficilement atteignable. Énormément de personnes sont décédées en essayant de l'atteindre, sauf que pendant que des gens dans les années 20 essaient de gravir cette montagne, Edmund Hillary, né en 1919, ne se doutait pas encore de l'exploit qu'il fera 35 ans plus tard. Edmund Hillary, un néo-zélandais qui vivait une vie plutôt basique jusqu'à là. Le jour de ses 16 ans, il va faire un voyage scolaire au mont Ruapehu. C'est durant ce voyage que sa passion pour l'escalade va surgir. Il se rend compte en regardant ses camarades qu'il est meilleur que ces derniers dans ce domaine. Alors il comprend très vite que ses études, ça le fait un peu chier. Il est plus intéressé par découvrir le monde. C'est pourquoi en 1938, il décide d'arrêter ses études pour devenir apiculteur avec son père et un de ses frères. En parallèle de cette activité, sa passion pour l'alpinisme ne s'arrête pas du tout. Bien au contraire, parce qu'il a fait une excursion avec un de ses potes au Mont Cook, et durant cette excursion, il a entendu des gens qui venaient de gravir le Mont Cook, et en les écoutant parler, il se rend compte que lui, il est pas heureux dans sa vie, il est pas épanoui, que sa vie lui semble triste, sans ambition. À l'ermitage où je résidais, deux jeunes hommes sont entrés. Et j'entendais de l'agitation autour d'eux. Ils venaient d'escalader le Mont Cook. Ces gars profitaient de la vie. J'avais alors l'impression de mener une vie triste, sans aventure, sans rien d'excitant. Grâce à ça, il va prendre les choses en main et en 1939, il va gravir le mont Olivier. C'est sa première grande ascension. Pendant près de 15 ans, il va continuer cette passion. Il va gravir plusieurs montagnes. C'est comme ça qu'on arrive au moment qui nous intéresse le plus, l'Everest. En 1953, il y a une expédition dirigée par un ancien militaire, John Hunt, qui va débuter afin de gravir l'Everest. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont tenté de gravir l'Everest. Ils n'ont pas réussi, ou pire, ils sont morts. Donc là, les personnes qui vont participer à cette expédition connaissent le risque. Des gens auparavant ont déjà essayé sans réussir. Ça veut dire qu'eux aussi, il y a de grandes chances qu'ils finissent pas l'expédition. Donc c'est un projet qu'il faut prendre très au sérieux. C'est pourquoi toutes les personnes qui débutent le projet ne finiront pas sur le toit du monde. Les personnes qui auront cette chance seront seulement les meilleures. Ça c'est John Hunt qui va en décider. Tout d'abord, il faut bien sûr apprendre les bases. Il faut établir les camps d'altitude. Il faut d'ailleurs s'acclimater à la haute altitude. Un humain, il n'est pas fait de base pour vivre à des milliers de mètres. Les alpinistes doivent aussi apprendre à gérer leur oxygène. Parce que s'ils en ont pas assez au bout, ils sont dans la merde. Clairement, je vous le dis, ils meurent. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a d'autres trucs super dangereux comme les crevasses. Si un mec tombe dans une crevasse, c'est mort, il va y rester. Les autres, ils vont pas risquer leur vie pour essayer d'aller le chercher. Ils vont devoir continuer leur aventure tout en laissant leurs camarades dans la crevasse. Rien que mentalement, ça doit être compliqué à faire. Imagine, t'es là, tu gravis une montagne, il y a un mec, il tombe dans un trou, et toi tu lui dis, bon bah, à jamais, mais force à toi. Le camp de base, situé à la plus basse altitude évidemment, environ à 5364 mètres. C'est là que les entraînements dont je viens de vous parler ont lieu. Ils organisent d'ailleurs leur équipement, ça je vous l'ai pas dit. Tout est pesé jusqu'au cure-dent près. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, le corps humain n'est pas fait pour être en aussi haute altitude de base. C'est notamment pour ça qu'il y a plusieurs camps, que le corps s'habitue petit à petit. Le camp 1, lui, est situé à 6065 mètres. C'est déjà à 700 mètres de plus que le camp de base. Donc le corps commence petit à petit à s'acclimater. Mais c'est surtout au camp 2 que les alpinistes qui vont passer du temps afin de s'acclimater de plus en plus et de travailler leur endurance aussi. Plus t'es haut, plus c'est compliqué de respirer, donc plus c'est compliqué de gravir une montagne. Dans un des reportages que j'ai regardé pour faire cette vidéo, il comparait le fait de respirer à une haute altitude avec le fait de respirer en ayant un coussin devant le nez et la bouche. Attends, je vais faire le test. Ouais bah c'est un peu chiant. Mais c'est surtout que en fait, au bout d'un moment, au bout de quelques respirations, t'en peux plus. Ça te demande beaucoup plus d'efforts de respirer en fait. Vas-y, faites le test. Mentionnez-moi sur Insta là. D'ailleurs, ce camp 2, il est souvent situé sur des plateaux glacés ou des roches. Pareil, encore une fois, dans un des reportages que j'ai vu là, les gens sont glacés. Tu deviens genre Olaf.
Bon, on a assez parlé du camp 2 qui est d'ailleurs situé à 6500 mètres, on passe au camp 3. Attends, avant de continuer, on va mettre une petite pub. Ce camp 3, il est situé à 7163 mètres. Il se situe donc au-dessus de la ligne des neiges permanentes, c'est-à-dire l'endroit auquel il y a de la neige tout le temps. Même dans les moments les plus chauds, il y a de la neige. On se rapproche de plus en plus de l'ascension finale, c'est pour ça que ce camp, il est crucial. Parce que là, on passe au dernier camp avant l'ascension finale, le camp 4, qui est aussi appelé le col sud. Là, tout va jouer, ça veut dire les alpinistes, ils passent du temps ici jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts à tenter l'ascension finale. C'est la dernière ligne droite. Pour cette ascension finale, ils sont 2 à la faire. Le Népalais Tenzing Norgay et évidemment Ed Hillary. On est aujourd'hui le 29 mai 1953 et c'est à ce jour que les 2 alpinistes vont partir pour l'ascension finale, vont tout donner pendant des heures et arriveront à 11h30 au sommet du mont, le mont Everest. J'ai regardé Tenzing, et même avec son masque à oxygène et sa cagoule, je pouvais deviner son grand sourire communicatif. Nous nous sommes serrés la main. Mais pour Tenzing, ce n'était pas assez. On s'est alors tapé dans le dos jusqu'à manquer d'air. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, il était 11h30. Imaginez la délivrance des 2 gars. Ça y est, c'est les premiers, ils ont réussi. Ils ont réussi ce qui paraissait être impossible. Toutes les personnes qui ont essayé avant eux, ils ont pas réussi. C'est les premiers. Imaginez la satisfaction. Bon. Évidemment, ils n'ont pas pu rester très longtemps au sommet du mont Everest, ils ont dû rester une quinzaine de minutes avant de redescendre. Ça aussi, c'est une dinguerie. Tu montes pendant des mois pour au final arriver, et tu peux rester 15 minutes et tu dois redescendre. Force à Inox, là, quand il va faire ça pendant des mois, et qu'il va au final devoir rester 10 minutes, ça doit foutre le seum quand même. Après, voilà, t'as le temps de contempler. Ils ont pris une petite photo d'ailleurs, la voici. Faut savoir qu'il n'existe pas de photo de Ed Hillary en haut de l'Everest parce que Norgay, le 2e alpiniste avec lui, ne savait pas se servir de l'appareil photo qu'ils avaient, et les selfies n'existaient pas encore à cette époque. Mais c'est significatif. Je pense que toute l'aventure de l'Everest, c'est pas juste le moment où ils sont au sommet. C'est tout le reste, c'est tout le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à là. Après cette ascension, Ed Hillary, il est resté dans ce domaine, il a pas changé de passion. Il a aidé les Sherpas. Les Sherpas, j'en ai pas parlé, c'est vrai. C'est des personnes qui aident les alpinistes à gravir l'Everest et les Népalais, parce que l'Everest est situé au Népal. Et donc Ed Hillary, il a ouvert une cagnotte après son expédition en aide aux Sherpas. Grâce à cette cagnotte, il y a eu pas mal de nouveaux hôpitaux ou de nouvelles écoles par exemple, qui ont été construits au Népal. Mais Hillary, il s'est pas arrêté là parce qu'il a continué ses explorations, ses expéditions. Il a grimpé d'autres sommets importants. Le mec, il gravit l'Everest et il continue. Ça lui suffit pas. Il a reçu de nombreux honneurs, comme en 95, quand il a reçu une des plus grosses distinctions du Royaume-Uni, l'ordre de la Jarretière. D'ailleurs, en parlant de l'Angleterre, il faut savoir que le succès de Tenzing Norgay et de Ed Hillary, d'avoir été les premiers à gravir l'Everest, est arrivé aux oreilles des Londoniens le 2 juin 1953, soit le jour du couronnement de Elisabeth II. Bon, la vidéo est presque terminée, tu peux liker et t'abonner, mais avant ça, il faut savoir que ces jours s'éteindront le 11 janvier 2008, à l'âge de 88 ans. Il a laissé un héritage énorme derrière lui et restera le premier homme à avoir gravi l'Everest.